Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Le député fédéral Francis Drouin, qui vivait dans l'anonymat là, jusqu'à cette année, vous vous rappelez, c'est celui qui a été impliqué dans toute une espèce de controverse là, entourant l'usage du français. Eh bien là, il a décidé de quitter la vie politique. Il dit que ça n'a pas rapport avec la controverse dans laquelle il a été impliqué, que la décision avait été prise auparavant. On en parle avec Nick Payne. Bonjour, Nick. Bonjour Rémi, oui, puis il semble que cette information soit vérifiable. Il aurait fait part de ses intentions de se retirer à Justin Trudeau au mois de mars. Ben oui, ce qui est possible. Ben oui, c'est ça, c'est pas très important, mais en tout cas, oui, il se sera fait remarquer par cette controverse avant laquelle, comme tu dis si bien, il vivait dans l'anonymat. Vivre à Hawkesbury ou dans l'anonymat, bon, c'est peut-être un peu, au fond, la même chose. Je ne sais pas, mais en tout cas, monsieur... Je pense que je préfère l'anonymat, moi. Mais il est revenu. Comment? Je pense que je préfère l'anonymat que vivre à Hawkesbury. Oui, Rémi, t'es allé plus loin que moi. Non, mais Hawkesbury, c'est une très jolie ville. Mais j'y reviens dans un instant, justement, parce que ça participe un peu de toute cette histoire entourant ses déclarations. Donc, c'est lui qui avait traité de plein de marde Frédéric Lacroix et un autre expert qui soutenait devant un comité parlementaire que les universités anglophones à Montréal et leur surfinancement participaient de l'anglicisation de Montréal. Et là, Drouin, c'est ça qui est intéressant, il est revenu là-dessus en annonçant, en parlant aux médias, à Radio-Canada, et il s'explique un peu, et donc il dit « J'aurais dû employer d'autres mots, j'aurais juste dû dire, je l'ai ici, vous êtes dans le champ. » Bon, je ne sais pas si ça aurait été un meilleur argument que l'autre choix de terme, je pense pas. Enfin, M. Drouin continue en disant que, là, en fait, il nous balance la panoplie des banalités pour essayer de minimiser le problème de l'anglicisation à travers la bilinguisation, si tu veux. Hein? Et là, il dit, c'est pas parce qu'on travaille en anglais, qu'on vit à la maison en anglais. Ben, on pourrait expliquer à M. Drouin qu'il existe toute une batterie d'études et de statistiques qui montrent qu'en fait, oui, plus on travaille en anglais, plus on vit en anglais et avec le temps, c'est de plus en plus vrai et avec le passage des générations aussi, évidemment. Il dit que la langue de travail ne détermine pas tout le milieu de vie. Ben, c'est plate, mais en fait, c'est le contraire. Encore une fois, les mêmes études, les mêmes statistiques, celles notamment de Statistique Canada, le montre. Oui, quand on travaille en anglais, on vit davantage en anglais. Ensuite, il explique que pointer du doigt McGill, ça ne vient pas aider les francophones. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Peut-être pas directement, mais évidemment, si on soulève la question des facteurs d'anglicisation de Montréal, ben oui, peut-être que au bout du compte, ça aide, sinon les francophones, à tout le moins, le français, hein, on peut dire ça comme ça. Et puis, je t'en lance une ou deux autres. Si on avait blâmé les Anglais pour le restant de nos jours, on n'aurait rien fait avancer. Alors là, il faut voir d'où parle M. Drouin. Il parle d'Hawkesbury, hein, de Glengarry Prescott Russell. Je ne sais pas si tu as déjà allé faire un tour dans ce coin-là, Rémi, mais c'est l'illustration parfaite de l'échec de la francophonie canadienne. Je sais que je suis dur, je sais que s'il y a des gens qui nous regardent ou nous écoutent de là-bas, ils vont être peut-être fâchés contre moi, mais il faut y aller, notamment à Hawkesbury. Hein. C'est une ville qui est à plus de 80% francophone, et lorsque tu mets les pieds là, si tu ne t'adresses pas à quelqu'un dans la rue, tu ne le sais pas. L'affichage est très... soit bilingue, sinon anglophone. Son impression d'être un peu dans le Québec montréalais des années 50, hein, si tu veux. Et puis, M. Drouin l'incarne bien lui-même. La qualité du français pose problème. Là. Vraiment, on est en voie d'assimilation, je vais le dire comme ça. Alors, c'est assez intéressant de se faire la morale sur ce qu'on devrait faire pour sauvegarder le français en direct d'Hawkesbury, hein, et de ce comté de Glengarry Prescott Russell. Je termine sur M. Drouin en disant qu'il a été contesté, hein, comme président de l'Assemblée parlementaire sur la francophonie, je pense que ça s'appelle comme ça. Le comité permanent des langues officielles. Non, mais ça, c'est là où il avait fait sa déclaration, mais il se trouve qu'il était... il était président de l'Association des parlementaires
Oui, bon, quelque chose du genre, c'est ça. Bref, et il a été sauvé in extremis. Pourquoi? Parce que ses collègues anglophones se sont rués pour faire part de l'Assemblée et ils l'ont sauvé. C'est-tu pas merveilleux, ça? Voilà une belle réussite, encore une fois, de Monsieur Drouin. Alors, dire tout ça quand on vient d'Hawkesbury, moi, je me garderais une petite gêne. Et M. Drouin, alors pour une fois, il dit une chose exacte. Il dit que la controverse a révélé, selon lui, un fossé entre une vision plus franco-ontarienne et une autre plus québécoise de la lutte pour la préservation du français. Mais franchement, là-dessus, je ne sais pas s'il savait si bien dire, mais effectivement, il y a une différence de perspective là. Et je dirais qu'il y a une différence de degré de, est-ce qu'on peut dire d'aplaventrisme? Malheureusement, on craint beaucoup dans l'Ontario français de déplaire aux dominants. On est très attiré aussi par la culture dominante. Monsieur Drouin dit aussi qu'il nous fait la morale. Il explique que les Québécois devraient se demander pourquoi on veut étudier en anglais. Et là, lui, sa réponse, c'est qu'on étudie en anglais parce qu'on veut s'ouvrir au marché international. Rémi, il y a encore toute une autre batterie d'études et de statistiques qui montrent que quand on va étudier en anglais en 2024 au Québec, c'est pas parce qu'on veut apprendre l'anglais et donc s'ouvrir à je ne sais quel marché, c'est parce qu'on veut devenir anglophone. On parle déjà très bien anglais lorsqu'on arrive aux études supérieures. Donc, M. Drouin aurait avantage, d'une part, à s'informer un peu, et ceux qui pensent comme lui, et d'autre part, à se garder une petite gêne quand vient le temps de faire la morale aux Québécois sur la façon dont on devrait agir pour préserver le français. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur lui et on lui souhaite bonne retraite. Oui, mais je compléterais, Nick, parce que moi, j'ai eu un accrochage avec Francis Drouin. J'en ai jamais parlé en ondes, là, mais moi, j'ai écrit sur Twitter qu'on n'avait pas de leçon à recevoir justement de quelqu'un qui ne défendait pas le français puis qui jouait le jeu du fédéralisme canadien et de ses collègues anglophones. Et j'ai dit que les Québécois avaient le droit de ne pas vouloir d'un destin, et là, je me cite, de Cajuns qui baragouinent. Et là, à ce moment-là, moi, je parlais pas des Franco-Ontariens, je parlais bel et bien des Cajuns qui baragouinent, donc les gens en Louisiane qui n'ont pas de leçons à nous donner. On ne devrait pas regarder ce qui se passe là-bas et trouver ça mignon. Et là, lui, durant une réunion du Comité permanent des langues officielles, il s'est montré très insulté par mes propos. Il a dit, regardez, on a été traité de damn Canuck par René Lévesque, on a été traité de faux francophones, et là, maintenant, on est traité de Cajuns qui baragouinent. Lui, c'est un sanguin, là. Il a toujours pris très, très personnel les attaques qu'on ne dirigeait pas vers lui, mais qu'on dirigeait vers cette espèce de résistance qui n'en est pas une, cette lutte qui n'en est pas une, cette façon de faire en français qui n'est pas une façon de faire en français, finalement. Oui, puis bon, tu es plein de mansuétude et d'une certaine façon de prudence lorsque tu dis que tu ne parles pas des Franco-Ontariens, mais bien des Cajuns. Mais enfin, M. Drouin incarne assez Non, mais Nick, je vais juste le préciser, je parlais vraiment des Cajuns qui baragouinent, sinon je veux dire, j'aurais utilisé une autre expression. Mais tu as raison de noter qu'effectivement, ça vole pas haut là-bas, puis on trouve des excuses. On est tout le temps en train de dire, regardez, là, il n'y a pas juste une façon de résister. Non, mais attendez une minute, nous, on veut pas survivre, on veut vivre. Oui, c'est ça. Mais on a de la misère à dire ces choses-là au Québec et au Canada. Moi, je vais le dire, là, je le redis, je l'ai dit un peu plus tôt pendant mon intervention, mais M. Drouin, je l'ai dit en d'autres mots, mais il incarne très bien ce que c'est que d'être en train de perdre sa langue, de mal la maîtriser au point où on a de la difficulté, là, je vais être dur, mais à réfléchir correctement quand les mots ne viennent pas, quand les concepts se bousculent. On a de la difficulté à penser et ça arrive quand on est en train de perdre sa langue. Alors voilà, M. Drouin avait sorti des insultes. Moi, je sors des arguments qui sont durs. Mais en tout cas, vraiment, bref, bonne retraite à M. Drouin. Il faut dire, je termine là-dessus, c'est vrai, j'oubliais que M. Drouin incarne quand même très bien l'état d'esprit d'une bonne partie des cercles libéraux fédéraux devant les gens qui, comme Frédéric Lacroix, disent des choses qu'on n'aime pas entendre sur le destin du français au Québec et au Canada. Oui, quand les gens qui vous nuisent, vous dites que vous faites du bon travail, là, posez-vous des questions quand même. Est-ce que tu as trouvé que le discours de Joe Biden était, comme a dit le fondateur de la chaire Raoul Dardurand, très éloquent hier? Plein de verve? Je n'avais pas entendu le fondateur de la chaire, mais le téléprompteur était très éloquent, il n'y a pas de doute là-dessus.
M. Biden était très bon. C'est un vieux professionnel, hein? Donc, pour être vieux, il est vieux. il a fait sa sortie habituelle sur l'idée de l'Amérique, sur le rêve américain. Voilà, il a appuyé sur tous les bons boutons pour susciter, faire vibrer la fibre patriotique. Alors, c'est très bien, c'est une belle sortie qu'il le laissera une belle marque de lui dans l'histoire. Maintenant, on se fera pas croire des choses sur le beau geste altruiste de M. Biden. Il s'est fait pousser violemment vers la sortie. Il n'avait pas d'autre choix que de prendre la décision qu'il a prise. Et puis, à travers ça, moi, toutes ces célébrations de son beau geste et l'espèce de bulle euphorique autour de la prétendue Kamala Manie, là, tout ça me donne à penser qu'il y en a là qui vont avoir des lendemains de brosse, des lendemains de veille difficiles dans peut-être même seulement quelques jours, quelques semaines, sinon quelques mois. Je suis pas en train de dire que Mme Harris ne peut pas battre M. Trump, mais à ce moment-ci, alors là, absolument rien, moi, en tout cas, ne me permet de croire qu'elle est mieux placée que Joe Biden pour le faire. Il n'y avait pas d'amour immodéré envers Mme Harris avant. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait davantage aujourd'hui. Jusqu'ici, elle tient son discours convenu, habituel, qu'elle tenait lorsqu'elle était dans la course à l'investiture démocrate en 2020. C'était à peu près les mêmes mots avec les mêmes virgules aux mêmes endroits. Et elle avait quitté la course, la queue entre les jambes avec 5% d'appui. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui fait qu'elle est devenue soudainement formidable, à part la mise en marché démocrate. Hein, on essaie de vendre le récit d'un retournement de situation invraisemblable. Ça va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué que ça. Et les sondages montrent une petite poussée, là, mais rien de mineur. Il n'y a pas une grosse différence entre les résultats sondagés d'aujourd'hui et ceux d'il y a une semaine pour les démocrates quand même. Il y en a une, mais elle est presque dans la marge d'erreur. Mais je veux t'entendre là-dessus, Nick, parce qu'on ne fera pas semblant que ce débat-là n'existe pas ici au Québec. Il y a comme une espèce de petit débat là, entourant la manœuvre à l'intérieur du Parti démocrate pour désigner Kamala Harris. Les républicains aux États-Unis parlent de coup d'État. Stéphane Bureau à TVA a dit c'est pas un coup d'État, mais on doit se poser quand même des questions parce que c'est étrange. Ouais. En tout cas, moi, je ne lui mettrai pas des mots dans sa bouche. Il a dit ce n'est pas un coup d'État, mais il y a des questions à se poser quand même. Dans les faits, là, effectivement, Kamala Harris pourrait devoir affronter une autre candidate ou un autre candidat. Sauf que quand on regarde ce qui se passe, même dans les médias, on dit qu'il n'y aura pas d'autres candidats. Kamala Harris aura la route libre. Elle est la meilleure candidate. On dirait que finalement, c'est un couronnement, là. Mais bien entendu, et c'est ça le bon terme, ce n'est pas un coup d'État, je n'irai même pas près de cette terminologie-là parce que c'est pas ça un coup d'État, il faut ouvrir un dictionnaire, c'est pas la même chose du tout. Ensuite, est-ce que c'est une sorte d'entorse informelle à la démocratie interne parce que le temps presse? Probablement. C'est aussi la force du fantasme, j'y reviens, le fantasme du sauveur. Là, on veut tellement se faire croire que voilà qu'on va provoquer un retournement de situation salutaire avec Mme Harris, que là, tous les moyens sont bons et tous les raccourcis intellectuels sont bons et sans aucun doute, les raccourcis, les entorses à la procédure et à la démocratie interne aussi, on le voit de nos yeux, là, que ça va un peu trop vite. Après, moi, je m'en fous un peu. Qui aurait le temps de s'opposer efficacement à Mme Harris et de la battre à ce moment-ci en quelques semaines? Je n'en sais rien. Je suis pas certain que cette personne-là existe de toute façon. Pour moi, c'est un débat un petit peu accessoire. C'est de bonne guerre que les républicains tapent sur le clou. Ce qui est peut-être plus intéressant à mon point de vue comme argumentaire, c'est celui voulant que là, ce M. Biden n'est même pas capable d'être candidat, peut-être qu'il n'est pas capable d'être président non plus. Devrait-il démissionner tout de suite? Franchement, la question se pose. Là, on parle de lui presque comme si on faisait son oraison funèbre. Hein? Mais ma foi, s'il est à moitié mort, peut-être qu'il est temps pour lui de s'en aller tout de suite. Évidemment, je ne serais pas partisan, moi, de cette solution.
parce que à un moment donné, ça suffit, là, le chaos et la précipitation. On voit bien que M. Biden est capable de faire son travail dans les prochains mois, à tout le moins. Là. C'est mon avis. Je vois par ta moue que c'est peut-être pas le tien. C'est parce que c'est parce que tu viens de dire, on voit très bien qu'il est capable de faire. J'avoue que je vois. Oui, c'est ça. Alors, je pense, moi, qu'il est capable de faire son travail au moins comme il le faisait depuis 6 mois pour les 6 prochains mois. Tiens, je vais te dire ça comme ça. Mais tu fais bien, Nick, je t'interromps 2 secondes parce que tu fais bien quand même de rappeler que s'il reste président, il reste président jusqu'en janvier. Là. Donc, on calcule quand même, parce qu'il serait battu, ça serait donc Trump ou Harris qui serait nommé en novembre, mais le président reste en poste jusqu'au mois de janvier. Donc, c'est un horizon de 6 mois là, qu'il faut calculer. Puis on a vu que depuis 6 mois, ça a décliné énormément. Donc, tu sais, je sais pas, là, peut-être qu'il va remonter, là, mais je connais pas un carburant assez fort pour monter une côte de même, moi, là. Je te suis pas sur celle-là, moi. Je vois bien qu'il décline physiquement, je vois bien qu'il a des trous de mémoire, mais qu'il est globalement... il garde la raison. Alors, mais les trous de mémoire, Nick, c'est pas physiquement, là, c'est cognitivement des trous de mémoire. Non, mais d'accord, oui, mais non, mais des fois, parce que quand la machine, quand la tuyauterie fonctionne moins bien, l'oxygène circule moins, puis tu perds la mémoire, effectivement. Moi, j'ai composé avec des gens vieillissants récemment dans ma vie qui avaient ce genre de problème et qui, par ailleurs, étaient rationnels et conservaient leur capacité, en dernière instance, de prendre des décisions et de fonctionner normalement. Donc, bref, moi, non, je pense pas qu'il devrait partir demain matin, ça suffit, là. Mais, bref, il y a une bulle, il y a une vraie bulle, plus ou moins fabriquée. Je pense que chez les militants et chez ceux qui ont un fort biais démocrate de ce côté-ci de la frontière, on ne porte plus à terre en ce moment. Et vraiment, il y a des lendemains de brosse difficiles qui pourraient survenir plus tôt qu'on pense. Oui, parce que je rappelle qu'on a dit donc de ce discours-là que c'était un discours éloquent, c'est ce que j'ai entendu à Radio-Canada, et j'ai entendu aussi qu'il s'agissait d'un discours d'unité, ce qui n'est pas complètement faux, mais il y a un extrait qui n'est pas vraiment soulevé dans les médias aujourd'hui. Joe Biden, hier soir, a dit l'Amérique va devoir choisir entre avancer ou reculer, entre l'espoir et la haine. Et évidemment, les gens qui ne pensent pas comme nous ne sont pas des ennemis, mais des compatriotes. Donc ça, c'est l'unité démocrate. Oui. Hein? C'est formidable. Hein? On n'a plus l'unité qu'on avait. Oui, l'unité dans la polarisation. Hein? Soyons tous unis pourvu qu'il soit bien clair que les uns ne pensent pas comme les autres. On remarque, c'est bien, c'est de bonne guerre, on a le droit d'être en désaccord. C'était aussi son propos, d'ailleurs. C'est les lignes de communication de Mme Harris également, hein? L'avenir contre le passé. Ben ça, là, ce genre de discours-là, c'est très précisément le carburant de ceux qui se tournent vers Donald Trump. Ils n'en peuvent plus de se faire dire qu'ils sont des artefacts gênants et des arriérés par une certaine gauche qui se veut progressiste. Alors ça, là, quand je parlais de lendemain qui déchante, là, si Mme Harris reste dans ce genre de discours, ils ne sont pas sortis de l'auberge, les démocrates. Oui, puis je pense que le plus simple, Nick, ça va être de commencer à accepter que ça n'existe pas autre chose que de la polarisation. Parce que quand tu as des démocrates qui disent il faut élire, il faut qu'on revienne au pouvoir pour qu'on reste au pouvoir parce que le danger, c'est la polarisation, puis qu'on dit des choses pareilles, finalement, puis tu viens de le dire, c'est un discours d'unité dans la polarisation. Donc, on est en train de réformer des trucs, des concepts, le lexique. Tout le monde est polarisé, tout le monde est polarisant, puis c'est ça le destin immédiat de l'Amérique, malheureusement, je le précise quand même, là. Écoute, la partisanerie, c'est fort. Le jeu politique veut qu'on soit assez comme ça, binaire et catégorique. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Mais en même temps, moi, je pense qu'il y aurait moyen de tenir un discours qui serait véritablement un peu plus rassembleur que celui-là. Je comprends qu'on a en face un Trump qui fonctionne à l'injure, à la vantardise et au mensonge. C'est vrai. Mais on n'est pas obligé, tout le monde n'est pas obligé de jouer sur cette patinoire-là. Peut-être que justement, un discours qui irait véritablement ailleurs pourrait faire recette. Mais on n'est pas rendu là, clairement, aux États-Unis d'Amérique à l'heure actuelle. Moi, j'invite nos auditeurs à aller écouter l'entrevue que j'ai accordée à Pierre Norris, qui est venu nous parler de John F. Kennedy, plus tôt cette semaine. John F. Kennedy, qui était un président qui lisait, qui s'entourait de gens également qui ne pensaient pas comme lui. On est dans les années 60. C'est peut-être une recette à la polarisation. Au plaisir, Nick Payne. Au plaisir, salut.